Alors, nous allons poursuivre sur l'étude de la fonction de transfert-modulation en montrant maintenant différentes fonctions de transfert-modulation. Donc, des exemples un peu plus concrets que l'introduction qu'on a pu faire dans la vidéo précédente. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la manière dont un système optique prenait en compte la diffraction, prenait en compte l'aspect ondulatoire de la lumière. Il le faisait en convoluant l'image géométrique qu'on obtenait par une réponse percussionnelle, une réponse impulsionnelle. Et là, on a deux cas à bien séparer. C'est le cas où on utilise un éclairage cohérent et le cas où on utilise un éclairage incohérent. Là, c'est bien important de faire la distinction entre les deux. Donc l'information des images, on peut l'analyser dans le domaine direct. Le problème, c'est qu'on a des produits de convolution qu'il n'est pas forcément facile de calculer. C'est beaucoup plus simple de raisonner dans le domaine des fréquences spatiales, c'est-à-dire dans le domaine réciproque, parce que ça va permettre d'éliminer l'opération convolution et on a dans ce cas-là uniquement un produit direct. On va faire intervenir la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. Ça va nous donner la fonction de transfert optique, soit cohérente, soit incohérente, et ça donne les fonctions de transfert de modulation quand on considère uniquement le module. Ce qu'on avait vu aussi, c'est que dans le cas de l'éclairage incohérent, la fonction de transfert optique incohérente pouvait s'obtenir de la fonction transfert cohérente en faisant un produit d'autocorrélation. Alors, on va voir ça sur différents cas et on va commencer par regarder la fonction de transfert cohérente d'une lentille, enfin d'un système optique circulaire qui est limité par la diffraction, donc sans aucune aberration. Donc dans ce cas-là, la pupille qu'on doit considérer, c'est un disque, et si on veut connaître la réponse impulsionnelle, on fait la transformée de Fourier de ce disque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. On l'a fait en détail, on a fait le calcul complet, et ça nous donne la fonction d'Airy. Au niveau analytique, ça fait intervenir des fonctions de Bessel, comme on a pu le voir. Donc ça, c'est la réponse impulsionnelle. Maintenant, si on veut la fonction de transfert optique qui est associée, rappelez-vous, la fonction de transfert optique, c'est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. Donc, on refait une transformée de Fourier de notre tâche d'Airy. Et quand on fait ça, on peut utiliser des propriétés de la transformée de Fourier. Ça, c'est des propriétés qu'on a vues dans les préambules mathématiques de ce chapitre. Quand on a une fonction f de t, si on prend sa transformée de Fourier qui nous donne grand F de oméga, alors quand on fait la transformée de Fourier de grand F de t, ce qu'on obtient, c'est f de moins oméga. Donc ça, vu la symétrie du système qu'on a, ça va nous permettre de dire que quand je fais la transformée de Fourier de la fonction d'Airy, ce que j'obtiens, c'est aussi un disque. Donc là, on a la forme de notre fonction transfert. Quand on est en éclairage cohérent, ça sera un disque. Alors maintenant, quand on est en éclairage incohérent, ce qu'on veut dans ce cas-là, c'est connaître grand D. Et je vous rappelle, grand D, c'est le produit d'autocorrélation de H. Donc, ça sera différent de H. Et vous voyez, ce ne sera plus un disque binaire. Là, on aura quelque chose qui aura différents niveaux. Donc, on va essayer de voir un petit peu la forme plus en détail que ça. Et on va ici refaire l'interprétation graphique du produit d'autocorrélation. Ça, il faut revoir la vidéo où je vous avais présenté le produit d'autocorrélation. On l'avait fait avec une fonction rectangulaire. Là, c'est la même chose, mais fait avec un disque. Et ce qu'on voit, c'est que le résultat, déjà, est plus large que le disque initial.
et c'est plus quelque chose de binaire. Là, ça a une allure de triangle. On voit que c'est pas exactement un triangle, mais ça y ressemble vu de loin, et ça a notamment une fréquence de coupure nucée, c'est-à-dire une fréquence au-delà de laquelle les fréquences spatiales ne passeront plus dans le système optique. Donc là, c'est la coupe de cette fonction. On voit bien la différence entre la fonction de transfert cohérente, ici en rouge, et la fonction de transfert incohérente. En cohérent, c'est binaire, mais c'est plus étroit, alors qu'en incohérent, on a une atténuation progressive des fréquences jusqu'à la fréquence de coupure. Alors si vous voulez la forme analytique de la fonction transfert incohérente, la voilà. C'est pas exactement un triangle. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la fréquence de coupure est reliée au diamètre de l'ouverture. Plus l'ouverture aura un diamètre qui est important, plus la fréquence de coupure sera élevée. Et elle est aussi reliée à la longueur d'onde et à la focale de la lentille considérée. Donc là, c'est un exemple typique de fonction de transfert de modulation qu'on peut trouver, généralement normalisé à 1 pour son maximum. Et puis, on va l'exprimer en fonction des fréquences spatiales, et l'unité, ça pourra être des paires de lignes par millimètre. Or, on verra pourquoi ce genre d'unité. Il ne faut pas oublier que l'œil, c'est aussi un instrument d'optique, donc on peut lui définir une fonction de transfert de modulation. Alors ici, c'est pour l'abscisse encore une autre unité, c'est des cycles par degré. Donc cycle, on retrouve bien l'idée de quelque chose de périodique, mais là c'est pas par millimètre, c'est par degré. Alors ce qu'on a ici, c'est différentes fonctions de transfert en fonction de l'ouverture de la pupille. Donc en cercle noir, c'est quand la pupille est fermée, donc seulement 2 mm. En triangle ouvert, c'est quand la pupille fait 5,8 mm. Et ce qu'on constate, c'est que l'ouverture de la pupille joue bien sur la fonction de transfert de l'œil. Par contre, attention, ici, l'œil, c'est pas un appareil optique qui est parfait. Et là, on le voit bien. Parce que pour un appareil de optique qui est parfaitement stigmate, eh bien, la tendance qu'on a, c'est plus on a une ouverture grande, plus la fonction transfert permet de faire passer des fréquences élevées. Là, c'est le contraire avec l'œil, parce que plus l'œil est ouvert, plus on va avoir d'aberrations au niveau de l'œil, et plus les performances vont se dégrader. Alors, comment généralement on regarde les performances d'un œil, c'est en utilisant ce genre d'échelle. Donc c'est l'échelle de Ferdinand-Monoyer, et plus on va aller vers les lettres qui sont petites, plus les fréquences spatiales qui vont être impliquées vont être élevées. Donc plus ça va être dur d'identifier les différentes lettres, et plus l'œil, s'il a des imperfections, aura tendance à couper les différentes fréquences spatiales et donc à empêcher la lecture. Donc, bon, juste pour l'anecdote, cette échelle de Ferdinand-Monoyer, on peut assez facilement retrouver les premières et dernières lettres, parce que il a écrit les premières lettres correspondent à son nom et les dernières lettres correspondent à son prénom. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Alors, cette fonction de transfert de modulation, dès qu'on a un système optique, dès qu'on va créer un appareil d'observation, que ce soit un télescope, un microscope, ça va être quelque chose de crucial. Donc ici, j'ai pris les résultats d'une modélisation du télescope Hubble, et ce qui a été représenté, c'est la fonction de transfert de modulation. Alors en violet, c'est que quand on regarde pile poil sur l'axe du télescope, eh bien on voit que dans ce cas-là, les résultats sont pas mal du tout. Comment on peut juger si c'est pas mal du tout ou pas? Parce que on peut comparer ça
à la courbe idéale, c'est la courbe avec un cercle noir, c'est la courbe où on a une limitation par la diffraction. C'est-à-dire que le système est parfait, il n'y a que la diffraction qui vient limiter ses performances. Et là, on voit clairement que quand on regarde sur l'axe du télescope, eh bien c'est nickel, c'est parfait. Par contre, dès qu'on va s'écarter de l'axe du télescope, ici on voit un écart de 0,11 degrés ou de 0,077 degrés, et bien tout de suite les performances chutent. Donc ce télescope Hubble, il voit parfaitement uniquement dans son axe. Donc tous les logiciels de conception optique, dès qu'on utilise un logiciel de conception optique, la fonction de transfert de modulation, c'est quelque chose qu'on va chercher à établir pour qualifier les performances de système. Alors là, c'est pour un télescope. Et maintenant, si on veut juger de la qualité, par exemple, d'un microscope, ce qu'on va pouvoir utiliser pour faire des tests, c'est des mires. Donc là, c'est une mire commerciale. On voit en fait qu'il y a plein de cibles différentes. Alors ces cibles, comment on peut les utiliser? Un exemple de cible, eh bien, c'est un motif périodique. Et ce qu'on va regarder, c'est le contraste après passage dans l'élément optique. On sait qu'initialement, l'objet est parfaitement défini et le passage dans l'élément optique, il va changer le contraste parce qu'il va faire que les fréquences ne vont pas forcément passer aussi bien les unes des autres. Donc on voit bien la différence entre l'objet initial et l'image qui va être donnée par le système optique, où les modulations les plus rapides qui correspondent aux fréquences spatiales les plus élevées vont progressivement se brouiller. Donc là, ça permet bien d'avoir une idée des fréquences spatiales les plus élevées qui peuvent passer à travers le système. Un autre système qui est aussi intéressant, c'est d'utiliser une cible comme celle-ci, où on a ici une rotation, et on voit bien que plus on va s'approcher du centre, plus le contraste va faiblir. On va même arriver à un moment à une inversion de contraste. Donc le moment où ce contraste va disparaître, où on va être dans la zone grise, ça va être assez significatif des limites du système. Si vous avez un système qui vous permet de voir les traits de manière parfaitement définie jusqu'au centre, c'est que votre système est excellent, qui fait passer la totalité des fréquences spatiales. Et pour finir, ici, un exemple pris dans le domaine photographique pour vous montrer l'influence de l'ouverture du diaphragme de l'appareil photo. Là, on voit que si on change l'ouverture, plus on va réduire l'ouverture, plus la PSL, c'est-à-dire la réponse impulsionnelle, va être étalée. Et plus cette réponse impulsionnelle est étalée, rappelez-vous les propriétés de la transformée de Fourier, plus elle va conduire à, dans l'espace réciproque, un filtrage qui sera sévère. Donc si on veut ne pas être soumis à un filtrage trop brusque, il vaut mieux avoir une ouverture qui est grande. Dans ce cas-là, ça donne une fonction d'étalement du point qui est petite et ça fait passer l'ensemble des fréquences. Donc sur cette animation, c'est pas moi qui l'ai réalisée, vous pouvez la retrouver sur Wikipédia. On voit bien le changement de la PSF en fonction de l'ouverture de l'appareil photographique et on voit bien comment une image idéale voit son contraste très fortement modifié quand on a des petites ouvertures. Pour la plus petite ouverture, ça devient très difficile de pouvoir mesurer quelque chose sur l'image dégradée par la diffraction. Ici, c'est uniquement la diffraction qui dégrade l'image, c'est absolument pas des aberrations géométriques. Le système, il est considéré comme parfait, il y a juste cette diffraction qui vient limiter ses performances.